Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours attentifs, de suivre nos vidéos. Aujourd'hui, une réponse en fait à de nombreuses questions que vous me posez. Quelle est la place de l'homme dans la société occidentale? Alors, c'est pas sous cette forme-là que vous me posez la question, évidemment, mais c'est par l'intermédiaire de cette vidéo aujourd'hui, je pense que je vais répondre à toutes les questions qui tournent autour de cette question. Par exemple, vous me posez la question, mais pourquoi les hommes en Ukraine sont différents des hommes ici? Pourquoi les hommes se comportent en Ukraine de telle manière et ne se comportent pas de telle manière en France ou au Canada? Enfin, on va dans cette vidéo aborder le thème vraiment de la position, de la place de l'homme dans la société, mais surtout dans la société occidentale. Donc je veux dire par là les pays de l'Amérique du Nord et les pays de l'Europe de l'Ouest, la France. Alors cette vidéo va être un petit peu comme un fil d'Ariane. Vous allez suivre une histoire du début à la fin. J'ai essayé de rendre la vidéo logique. Il y a un travail qui est fait en préparation pour chaque vidéo. Donc vous allez suivre un continuum dans la réflexion pour arriver à une conclusion un petit peu humoristique. Alors la place de l'homme dans la société occidentale, c'est une vaste question. C'est une question que moi personnellement j'ai commencé à me poser après mon divorce. En fait, j'avais un petit peu perdu mes repères. Je ne savais plus très bien à quoi je servais, qui j'étais, quelle était ma place dans la société. Quand on se fait jeter comme ça dans une relation affective, quand on se retrouve sur le bord du chemin, on se pose des questions sur le sens de la vie. C'est normal, je pense. En tout cas, moi j'ai commencé à m'en poser. J'ai acheté des livres, j'ai réfléchi sur le sujet. Et c'est un cheminement en fait qui m'amène jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il y a eu, entre ce moment-là et la date d'aujourd'hui, il y a eu quand même un long moment où j'ai passé en Russie, puisque comme vous le savez peut-être, j'ai vécu en Russie, en Sibérie, à Novosibirsk. Je suis allé à l'université là-bas. C'est là que j'ai appris à parler le russe. Et puis il y a une expression qui dit les voyages forment la jeunesse. Je crois beaucoup à cette expression-là. C'est vrai qu'en voyant différentes cultures, différentes mentalités, on a la possibilité, je pense, de progresser dans notre développement personnel parce qu'on voit comment ça se passe ailleurs et on voit on se voit en fait dans une glace, dans nos défauts ou dans les choses qu'on pourrait améliorer. Un ingénieur de Google a soulevé une vive polémique en publiant des propos jugés sexistes dans une note interne. Il a finalement été renvoyé par le géant de l'Internet. Dans son mémo, James Damore justifiait par des causes biologiques la faible représentation des femmes dans le secteur technologique et dans les fonctions de direction. Alors cette semaine, vous avez certainement entendu la polémique chez Google avec cet ingénieur qui a tenu des propos sexistes, qui s'est exprimé, je pense, de manière très maladroite, en expliquant que les femmes n'étaient pas orientées vers les professions scientifiques, qu'elles avaient plus d'intérêt pour les personnes que pour les objets. En fait, cette histoire, pour moi, je trouve que c'est une histoire très intéressante parce que ça soulève deux choses. Premièrement, je trouve que la manière dont il a exprimé son point de vue est extrêmement maladroite. En plus, ça dénote une méconnaissance, je pense, totale des femmes. Moi, j'imagine un nerd, comme on dit, quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui n'a pas vraiment d'expérience, qui ne connaît pas vraiment les femmes, parce que c'est absolument, ce qu'il a dit est absolument dénué de fondement. Les femmes sont au contraire très orientées vers les choses, vers les objets. Les femmes sont beaucoup plus rationnelles que les hommes. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. C'est d'ailleurs une erreur qui est souvent commise par les hommes qui, au départ, démarrent des grands sentiments, des grandes flammes d'amour, etc. Alors que les femmes ramènent souvent la discussion au ras du plancher, de façon beaucoup plus rationnelle et cartésienne. Et je pense aussi que dans les professions scientifiques, les femmes sont peut-être même plus en avance que les hommes. D'ailleurs, à ce sujet-là, en Sibérie d'ailleurs, en Russie,
on a beaucoup plus de femmes proportionnellement dans les professions scientifiques que dans les pays occidentaux. D'ailleurs, j'avais fait paraître un article sur Scoop.it sur ce sujet. Les femmes dans les professions scientifiques sont beaucoup plus représentées dans les pays de l'ex-Union soviétique qu'en Occident, de l'ordre de 2 à 3 fois plus. Donc le machisme n'est pas forcément là où on pense qu'il est. Donc pour en revenir à cet incident chez Google, je pense que cet homme-là exprimait un vrai problème. Le problème, c'est la place de l'homme dans notre société. Où est notre place? Mais c'est certainement pas en accusant les femmes ou en s'en prenant aux femmes qu'on va régler notre problématique. Notre problématique nous appartient. Si on a un problème par rapport à notre positionnement dans la société, c'est notre problème, c'est pas le problème des femmes. C'est à nous de nous prendre en charge, c'est à nous de réfléchir à notre situation et c'est ce que je propose aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vais commencer avec une histoire qui m'a choqué moi personnellement cette semaine. Dans le cadre du développement du site internet du CQMI, je fais des exercices de marketing, j'essaie de développer notre site pour être connu. Et je suis tombé sur un monsieur en France qui développe le site qui s'appelle adopteunmec.com. Donc déjà, au départ, j'ai pas fait vraiment attention au nom du site, adopteunmec.com. Puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce site? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Et après, j'ai fait des recherches sur Wikipédia. J'ai fait des recherches sur ce que c'était que ce site. En fait, c'est un site qui a été fondé par 2 hommes français. Qui fait partie aujourd'hui des 3 plus gros sites français, pas loin derrière Mythique, et qui comprend 10 millions d'inscrits, donc 5 millions d'hommes, 5 millions de femmes. Et en fait, le concept de ce site, c'est quand même assez étrange, assez bizarre. Donc les hommes doivent payer pour s'inscrire dans ce site-là. Et les femmes, en fait, sont représentées comme des consommatrices dans un supermarché avec un caddie. Elles circulent et elles choisissent des hommes pour les mettre dans leur caddie. En fait, elles les adoptent comme on adopte un chien ou un objet. Et les hommes doivent se signaler, ils sont mis en boîte, en fait, même littéralement dans la promotion du site, on voit des hommes dans une boîte comme une poupée Barbie, avec une guitare ou avec des sportifs, comme des objets sexuels. Et en fait, les fondateurs du site expliquent qu'ils ont décidé d'inverser les rôles, de rendre l'homme objet et la femme qui choisit des objets. Donc le concept de ce site de rencontre en France, je pense qu'il est, je veux dire, s'il était utilisé de façon anecdotique, ça irait, mais à partir du moment où vous avez 10 millions d'inscrits, et je pense que le chiffre d'affaires est autour de 30 millions d'euros, ça veut dire que c'est quand même un symptôme de la société française ou occidentale. En fait, on retrouve le même concept au Québec avec un autre site qui s'appelle Mon Classeur, où les hommes doivent payer et les femmes, c'est gratuit, elles choisissent les femmes et elles peuvent les jeter comme des objets. Ce concept est très symptomatique, je pense, de la position, de la situation de l'homme dans la société, dans les sociétés occidentales. Alors, pour suivre notre récit, vous avez probablement vu un article que j'ai écrit qui m'a été inspiré par les résultats des statistiques 2016 canadiennes sur la population canadienne.
en fait, vous irez lire cet article, je le mettrai évidemment dans la description de la vidéo. Vous avez tous les liens qui sont dans la description de la vidéo sur le site internet. On voit que la tendance lourde se confirme, qui est en fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, de moins en moins de couples. La société vraiment s'oriente vers ça, puisqu'on est à plus de 50% de gens qui seraient en âge d'être en couple qui vivent seuls au Canada. Mais en fait, ce qui m'a le plus intéressé dans les résultats, dans les statistiques, c'est pas cet aspect-là. C'est quelque chose que personne n'a noté à la radio quand j'écoutais les résultats. C'est que si vous regardez dans le détail les proportions d'hommes versus femmes au niveau des séparés, personnes qui sont séparées, personnes qui sont divorcées, personnes qui sont veuves, donc dans toutes ces catégories-là, vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes, beaucoup plus de femmes séparées que d'hommes, beaucoup plus de femmes divorcées que d'hommes, beaucoup plus de femmes veuves que d'hommes. Alors rappelez-vous également cette vidéo que j'avais faite au sujet des statistiques pour la situation du couple au Québec. Yvon Dallaire, qui est donc un sexologue très réputé, explique que dans 3 cas sur 4, 75% des cas, dans les cas de divorce, les cas de séparation, c'est toujours à l'initiative de la femme. C'est la femme qui décide de séparer, c'est pas l'homme. L'homme, en général, prend très rarement cette décision-là, dans très peu des cas. Donc la conclusion logique de ça, c'est que dans nos sociétés occidentales, pour en venir à notre question, la place de l'homme dans la société occidentale, les femmes ont tendance, à l'heure actuelle, c'est une tendance lourde, qui s'accentue, qui s'accélère, à préférer la vie seule, la vie indépendante, en solitaire. Elles ne souhaitent plus forcément s'engager dans des situations de couple, de famille. Elles préfèrent se consacrer nettement à leur carrière professionnelle. Elles sont indépendantes financièrement. Elles sont indépendantes professionnellement. Elles sont tout à fait autonomes, tout à fait indépendantes des hommes. L'homme est devenu totalement secondaire, n'ont pas forcément le besoin d'avoir un homme dans leur vie, mis à part en tant que partenaire sexuel occasionnel, comme on le voit dans des sites comme Adopte un mec. Donc les hommes se retrouvent, en conclusion, les hommes se retrouvent en nombre massif sur les sites de rencontres, tandis que les femmes cherchent moyennement, avec moyennement d'intérêt. Bon, c'est sûr qu'on parle de tendance générale de la société, on ne parle pas de cas particuliers. Et pour attirer des femmes sur des sites de rencontres, comme ces fondateurs qui sont 2 hommes, les fondateurs du site adopteunmec.com, sont allés chercher des techniques originales, marketing, de vente, pour attirer des femmes sur leur site, parce que les femmes ont un manque d'intérêt pour ce genre de choses-là. Pour elles, c'est pas difficile du tout de rencontrer un homme dans la vie, puisqu'elles sont pas en recherche, moins en recherche en tout cas que les hommes. Vous connaissez le principe de l'offre et de la demande. Alors si on en reste à cet exemple du site adopteunmec.com, ça me fait toujours rire de le prononcer, comme si on adoptait un homme comme un chien. Enfin, je veux dire, imaginez les hommes qui se sont inscrits sur ce site, qui ont rencontré leurs femmes, qui se sont mariés, qui après expliquent à leurs enfants, à leurs fils par exemple, j'ai rencontré ta mère sur un site qui s'appelle adopteunmec.com. Imaginez comment le fils doit avoir une opinion haute de son père, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc si on en revient à ce site,
Ça a été un succès total, ça a vraiment explosé en France. Je regardais sur Wikipédia, on parle de plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, donc aujourd'hui ça doit être encore plus. Ils se sont exportés, figurez-vous, dans plusieurs pays, dans 9 pays. J'ai regardé la liste des pays dans lesquels ils se sont exportés, mais je n'ai vu aucun pays du bloc de l'ex-Union soviétique, des pays de l'Europe de l'Est. On ne retrouve pas la Russie ni l'Ukraine. Et pour cause, ce concept-là en Russie et en Ukraine ne serait absolument pas adopté, ne serait absolument pas viable économiquement, parce que vous allez voir, c'est la suite de mon raisonnement, que la situation dans ces pays-là est totalement différente de la situation des pays occidentaux. Il n'y a pas assez de superlatifs pour décrire l'affrontement titanesque qui opposa Hitler et Staline. Ce fut la plus grande campagne militaire de l'histoire, impliquant le plus grand nombre de participants, avec les pertes les plus lourdes, où se déroula la plus grande bataille de chars jamais vue. Les conditions climatiques allaient de l'été caucasien brûlant au froid extrême de l'hiver arctique, vers Leningrad. Oui, donc pour comprendre la situation des pays de l'Europe de l'Est, il faut remonter à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une information qui est peu connue malheureusement. Bon, en France, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui le savent, mais il y a une grande injustice par rapport aux histoires, aux récits de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les films montrent des soldats américains qui arrivent, la fleur au fusil, sur les plages de Normandie, qui se sont fait massacrer. Enfin, il y a eu des dizaines, des centaines de films qui ont montré les exploits héroïques de l'armée américaine. Mais si vous regardez les chiffres, la réalité des chiffres est criante. Vous avez eu à peu près 400 000 Américains qui sont morts pendant cette Deuxième Guerre mondiale, contre plus que 30 millions de Soviétiques. Donc quand on dit les Soviétiques, c'est les Russes, les Ukrainiens, les Polonais, tous les gens qui étaient enrôlés dans l'armée de l'ex-Union soviétique. Je ne sais pas si vous imaginez 30 millions de morts dans les rangs de la Russie, de l'Ukraine, enfin de tous ces pays qui se retrouvent en Europe de l'Est. C'est énorme. En France, pour donner une comparaison, on a eu à peu près 560 000 morts dans la Deuxième Guerre mondiale, moins d'1 million, c'est déjà énorme, hein, c'est comme si une ville complète avait été rasée, mais en Union soviétique, c'est de 3 fois la ville de Moscou. Donc c'est considérable. Alors, qui ont été les morts de la Deuxième Guerre mondiale du côté soviétique? Majoritairement des hommes, évidemment. Les femmes étaient concentrées à développer l'économie du pays, dans les usines d'armement. Les femmes travaillaient, les femmes construisaient des armes, des boulets, des tanks, et les hommes allaient à la guerre et se faisaient massacrer par les soldats allemands, mais aussi massacrés par leurs propres soldats russes, puisque en fait, quand ils étaient à la guerre, vous aviez le premier flanc d'hommes soviétiques, puis derrière, il y en avait d'autres qui tiraient sur leurs propres soldats au cas où ils auraient eu l'envie de retourner dans le flanc en arrière. Les leaders soviétiques comme Staline n'avaient absolument aucune considération pour les êtres humains. Les êtres humains, c'était de la chair à canon. Alors, pour cela, rappelez-vous une vidéo très importante, Alessia, qui nous parle pourquoi les femmes en Union soviétique, dans les pays de l'ex-Union soviétique ne sont pas respectées par rapport aux hommes. Elle parle justement de cette histoire dans sa propre famille. C'est une vidéo qui est très intéressante, qui est très touchante sur le plan historique, parce que c'est une fille éduquée qui nous raconte un petit peu les origines du fait que dans les pays comme l'Ukraine, la Russie, les femmes ont beaucoup moins d'importance que les hommes. L'homme est mis sur un piédestal, tandis que la femme, c'est considéré comme
de moindre importance. Et elle explique les raisons. Много мужчин погибло на войне, и женщинам приходилось самим тянуть детей, выполнять функцию мужчин. И оно ж откладывается в ментальности и детей маленьких, девочек, мальчиков. И, соответственно, мальчики видят, когда мама все тянет, они чего им, скажем так... Alors un autre élément qui est très important dans les pays de l'ex-Union soviétique, puis là c'est des chiffres, c'est l'espérance de vie. Vous savez ce que c'est l'âge à laquelle un homme peut raisonnablement penser vivre. Au Canada, c'est autour de 85 ans, c'est très âgé. En fait, les hommes canadiens sont très en forme. En France, je pense que c'est autour de cet âge-là aussi. Si vous allez dans les pays comme l'Ukraine ou la Russie, vous allez voir que cette espérance de vie est autour de 69 ans. Donc on parle de 15 à 16 ans de différence d'espérance de vie pour un homme dans les pays de l'Europe de l'Est. Les raisons sont évidentes, elles sont connues. L'alcool qui se vend au même prix que l'eau, pratiquement gratuitement, la cigarette qui ne coûte rien. Enfin, il y a beaucoup de maladies cardiaques, cardiovasculaires qui sont reliées avec les consommations de ces produits. Alors, quand vous allez en Ukraine, quand vous allez en Russie, quand vous marchez dans la rue, vous allez voir de vos yeux, vous allez le voir, l'expérimenter, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est étonnant, on n'a pas l'habitude quand on vient des pays occidentaux. Il y a plus de femmes que d'hommes, les femmes sont souvent très féminines, elles essayent d'attirer le regard des hommes parce que il y a dans leur pays, il y a une pénurie d'hommes, l'homme est sur un piédestal, l'homme est une denrée rare, vous connaissez la loi de l'offre et de la demande, on en revient toujours à cette loi qui selon moi explique pratiquement tout dans les relations humaines, dans les relations de couple aussi. Cette loi d'offre et de la demande est totalement inversée dans les pays de l'Europe de l'Est. Alors l'homme qui a été pratiquement éliminé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est revenu. Évidemment, aujourd'hui, on a, dans les jeunes catégories d'âge, on a un équilibre entre les hommes et les femmes. Mais très rapidement, quand vous allez dans les générations plus âgées, au-delà de 40 ans, vous avez, dans certains cas, deux femmes pour un homme. Ce qui fait qu'il y a certaines femmes qui sont obligées, si elles veulent, après 40 ans, si elles veulent rencontrer un homme, elles sont obligées d'aller chercher à l'étranger, en dehors de leurs frontières. Ce n'est pas une question de rechercher de l'argent, ce n'est pas une question d'intérêt, de sauver leur pays, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Bien que les médias occidentaux décrivent souvent Vladimir Poutine comme un leader autoritaire et l'accusent d'être l'agresseur en Ukraine, ces critiques ne font pas toujours l'unanimité parmi le public. Certains préféreraient même, au contraire, que leur propre leader lui ressemble un peu plus. Finalement, Poutine projette davantage une image de force que certains leaders de l'Ouest. Faisons la comparaison par exemple avec Hollande et ses allures de gros nounours. Ce sont des membres de son propre parti, dont il est maintenant le chef, qui lui ont trouvé les sobriquets de Flamby ou de Guimauve le Conquérant. Alors, dans les pays de la Russie, de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, vous allez voir que l'homme a un rôle de patriarche, c'est le bon père de famille, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est... vous allez entendre des expressions que les femmes aiment prononcer. L'homme c'est la tête, puis la femme c'est le cou, la femme qui oriente la tête dans la direction. Vous allez aussi entendre dire qu'une femme cherche un homme qui serait comme une forteresse pour la protéger. Les femmes, volontairement, mettent l'homme comme sur un piédestal. L'homme est un leader, l'homme doit être fort, l'homme doit être impressionnant, l'homme est celui qui dirige la famille, celui qui prend des initiatives. On retrouve le côté de Vladimir Poutine, le président russe, qui est tellement décrié,
tellement haï dans les pays occidentaux, parce qu'il met les gens mal à l'aise pour certaines raisons. Moi, personnellement, c'est pas quelqu'un qui me met mal à l'aise. Moi, je trouve que ses décisions politiques, peu m'importe en général, mais son attitude, son comportement représente typiquement le comportement de l'homme russe qui peut qui peut donner l'impression d'être un macho, mais non, c'est pas ça. C'est simplement dans leur culture, à eux, dans ce peuple, c'est un comportement d'un homme fort qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui prend ses décisions, qui n'hésite pas à contredire la force américaine, qui n'hésite pas à faire tenir son point de vue, qui veut développer son peuple, qui veut développer la Russie. Et cet aspect-là de l'homme viril, masculin, fort, c'est ce que la femme veut voir, c'est ce que la femme cherche, la femme russe, la femme ukrainienne, et c'est ça qu'elle veut développer chez son homme. Et vous voyez là que c'est totalement différent de la situation dans les pays occidentaux. Donc, vous comprenez la différence qui existe, qui est énorme entre la place d'un homme dans une société soviétique, russe, d'Europe de l'Est, puis la place d'un homme dans une société occidentale qui est obligé de s'inscrire sur des sites comme adopteunmec.com pour pouvoir rencontrer une femme. Donc, vous êtes dans une situation, mettons que vous êtes un homme célibataire, vous êtes un homme ou pas, hein, vous êtes un homme, vous vous posez la question, qu'est-ce que je voudrais être comme homme? Qu'est-ce que je veux dégager par rapport à mes enfants? C'est quoi que je veux donner comme éducation à mes enfants? Quelle est ma place en tant qu'homme? Est-ce que je veux que mes enfants pensent que je me suis inscrit sur un site comme adopteunmec.com comme un chien ou comme un chat qui traînait dans la rue, qu'une femme est allée ramasser? Ou est-ce que je veux être un homme qui prend des décisions, qui se tient droit, qui se tient debout, qui va protéger sa famille, qui va se développer dans sa force virile masculine? On a le choix, Il y a différents modèles, il y a différentes sociétés. On peut ne pas aimer la société des pays slaves, on peut préférer la société occidentale, mais en tant qu'homme, nous, c'est important, je pense, de voir ce qui se passe dans d'autres sociétés. Alors pour conclure, rapidement, sur YouTube, vous avez la possibilité, et puis d'ailleurs si vous aimez nos vidéos, c'est vraiment, merci beaucoup de nous encourager, de mettre un like, de mettre des commentaires. Les commentaires c'est encore mieux parce que moi ça me permet de vous répondre, puis de progresser, d'améliorer mes vidéos. Puis un jour j'ai reçu un commentaire sur une des vidéos du CQMI, c'était un monsieur qui écrivait, découragé parce qu'il avait vu de nos vidéos, qui disait comment on peut tomber aussi bas, comment on peut s'inscrire dans une agence pour aller rencontrer une femme en Russie ou en Ukraine. Ce monsieur, j'aurais pu lui répondre, c'est un homme français d'ailleurs, comment en France on peut expliquer qu'il y a 10 millions de personnes sur un site comme adopteunmec.com. Comment on peut tomber aussi bas? Comment on peut, en tant qu'homme, se transformer en un vulgaire chat ou chien abandonné qu'on va venir ramasser dans la rue? Pourquoi est-ce que, je veux dire, le fait de regarder d'autres sociétés, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est souvent un signe d'intelligence, c'est souvent un signe de développement personnel. Rappelez-vous ce que je disais en introduction, je pense que les voyages forment la jeunesse. Merci et passez une bonne semaine.